du hasard et des nombres aléatoires, bonjour. Le hasard, c'est quelque chose de très important, qui a énormément d'implications, d'applications aussi, et qui, en fait, est partout dans nos vies. Si bien sur ces aspects purement physiques, par exemple, on peut parler du bruit en électronique, le bruit est vraiment lié aussi à cette notion de hasard, mais aussi même dans nos vies, dans tout ce qui va être jeu de loto et ainsi de suite. Et dans le hasard, il y a aussi cette notion de probabilité qui est liée. Ça fait longtemps que je travaille sur des vidéos que je voudrais vous faire pour vous parler justement, déjà de cette notion de bruit qui est très importante en électronique et qui, comme on peut le voir, est parfois très gênante et parfois aussi éventuellement intéressante, mais aussi sur cette notion d'aléatoire qui a aussi des tas d'applications, on va dire, en particulier dans l'informatique. Déjà aléatoire, comme je disais, quelqu'un aléatoire, c'est changer de département. Sauf si on est dans le bon, mais c'est quelque chose qui est pas si simple que ça. Alors, bon, aujourd'hui, le but de ma vidéo est pas de parler de ça. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que généralement on appelle aléatoire quelque chose qui est complètement imprévisible, c'est-à-dire sur lequel il n'y a aucun moyen de prévoir ce qui va se passer. Le cas le plus connu, ça va être un tirage à pile ou face. Quand je lance une pièce en l'air, elle peut très bien tomber sur pile ou sur face. J'ai aucun moyen d'être sûr du résultat. Je sais que ça va tomber sur pile ou sur face, point barre. Éventuellement sur la tranche, moi, faut que là, ça compte pas. Par contre, ce qui est possible d'avoir, c'est ce qu'on appelle la probabilité. Je sais que j'ai 50% de chance qu'elle tombe sur pile ou 50% de chance qu'elle tombe sur face. Le hasard et les probabilités, c'est des choses qui sont très liées. Mais qui sont pas tout à fait pareilles. La probabilité me donne pas une certitude. Me donne juste une mesure d'une possibilité d'avoir un résultat. Mais me permet aussi de mesurer quelque part la qualité du hasard. Si je lance une pièce en l'air 100 fois et que 100 fois elle tombe sur pile, je peux honnêtement commencer à m'interroger sur le fait que le lancer est vraiment aléatoire. Parce que c'est bizarre que ça fasse 100 fois pile. Maintenant, il n'y a rien qui empêche que ça fasse 100 fois pile. Dans la mesure où, comme on dit souvent, le hasard n'a pas de mémoire. Chaque lancer, le résultat précédent ne compte pas. C'est-à-dire que même si je sors 3 fois pile, j'ai toujours une chance sur 2 d'avoir pile ou face. Par contre, statistiquement, on peut quand même se dire que ça serait quand même bizarre que sur un grand nombre de lancers, par exemple sur 100 lancers, j'ai que pile. On pourrait dans ce cas-là quand même s'interroger sur la qualité du lancer qui semble quand même favoriser plus une combinaison occurrente. Donc ce qu'on peut voir dans cet exemple, c'est que ça peut être très intéressant des fois d'avoir justement des valeurs au hasard, mais qu'il est important d'être sûr que c'est réellement du hasard. Ça peut avoir des sacrées implications. Si on regarde les tirages du loto, je veux dire, tout le monde s'attend à ce que ça soit pas truqué et que chaque boule a tant de chances que les autres de sortir. Et c'est vrai que si on regarde les stats du loto, on voit une très forte disparité, mais c'est pas pour ça que c'est pas bon. Pourquoi on voit une disparité? Parce que le nombre de tirages est faible par rapport au nombre de combinaisons possibles. En théorie, après un nombre infini de tirages, toutes les boules devraient être sorties le même nombre de fois. Donc en fait, on va tendre vers une sorte d'égalité, mais ça va être très long ici à obtenir, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tirages par rapport au nombre de combinaisons. Mais dans le cas d'un pile ou face, c'est beaucoup plus rapide. Je pense que si au bout de 100 tirages, justement, on a 100 fois pile ou 100 fois face, on peut s'interroger un petit peu sur la qualité. Mais voilà, ce que ça montre aussi, c'est que comment on fait pour être sûr d'avoir du hasard? Alors, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans l'informatique, et il y a des tas de formules, il y a des tas de systèmes pour avoir des générateurs de nombres aléatoires, mais ils sont généralement ce qu'on appelle plutôt pseudo-aléatoires. Pourquoi pseudo-aléatoires? Parce qu'ils donnent une valeur qui correspond à aucune suite logique, mais qui sont éventuellement prédictibles, voire reproductibles. Alors ça, on le verra plus tard, quand je ferai la vidéo là-dessus, que des fois c'est très pratique, voire très intéressant, mais des fois ça peut être aussi très gênant, quelque part, que ça soit justement reproductible. Pour info, dans la cryptographie, des fois on utilise justement des notions de chiffres aléatoires, comme ça, ça peut aider à faire certains cryptages, et on a justement besoin que ça soit le plus hasardeux possible. Or, des hackers, par exemple, qui ont été très malins, ont réussi des fois à retrouver justement les formules, en regardant les valeurs. Et avoir avec un ordinateur quelque chose qui est vraiment aléatoire, dans le sens où c'est même pas prédictible, c'est pas si facile que ça. D'ailleurs, en cryptographie, justement, on utilise des générateurs de nombres de qualité cryptographique. Et c'est pas forcément évident à faire. Sachant que, à la mesure où c'est fait par un programme, ça sera quand même, je pense, quasiment impossible, à un moment donné, d'avoir quelque chose de vraiment
pas prédictible justement, dans la mesure où un programme par nature, il exécute toujours la même chose. C'est pour ça que si vraiment on veut quelque chose de vraiment aléatoire, généralement il faut plutôt se baser sur quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas justement de l'ordre de la programmation. Et le circuit qu'on va regarder aujourd'hui, justement, va être un circuit qui va permettre d'avoir, avec un microcontrôleur par exemple, ou avec un circuit digital, un nombre binaire qui lui sera vraiment aléatoire, parce qu'on va voir qu'il ne va pas être fait avec une formule, il va être fait à partir de la mesure d'un phénomène physique qui là pour le coup est vraiment quasiment impossible à reproduire. Et on va voir que même dans un montage aussi simple que ça, il faut faire attention pour être sûr quand même que la qualité justement du hasard soit bonne, et soit vraiment aléatoire, qu'il n'y ait pas des combinaisons qui soient favorisées par rapport à d'autres. Alors regardons ça tout de suite. Alors, voilà le schéma de ce générateur de nombres aléatoires que l'on va examiner aujourd'hui. Donc il est basé sur quelque chose qui est très souvent utilisé pour faire ce genre de choses, à savoir une source de bruit. Encore une fois, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui de trop parler du bruit, mais on peut le voir en fait comme une tension qui va fluctuer dans le temps de façon vraiment, là pour le coup, vraiment aléatoire, vu que c'est dû en grande partie à l'agitation, atomique. Ce bruit, comme je l'ai dit, il est parfois très très gênant en électronique, mais il y a des fois où au contraire, il est plutôt utile, et c'est le cas ici. Ici, ce qu'on peut voir, c'est un générateur de bruit très classique, qui est fait ici avec deux transistors, ici des 2N2222, dont un est monté en jonction inverse. On voit ici que l'émetteur est polarisé en inverse, et via cette résistance-là, avec une tension qui est assez élevée. Or, la tension maximum inverse d'une jonction, on va dire, base émetteur d'un 2N2222, c'est pas très fort. Je me rappelle plus exactement, de l'ordre de 5 ou 6 volts. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que cette jonction-là, elle va marcher ce qu'on appelle en avalanche, un petit peu comme une jet Zener, et que quand elle fonctionne de cette manière-là, elle a la particularité aussi de générer énormément de bruit. Et le fait de le monter en plus, comme ça, avec un deuxième transistor, ce transistor-là, il va amplifier le bruit, vu que la variation va se faire ici dans le circuit de base, et que Q2 ici, qui se monte en émetteur commun, va aussi amplifier ça. Donc ici, on a un générateur de bruit très classique, qui sera ici, bien sûr, interposé à une tension continue, mais si on met un condensateur en série, on se retrouve à cet endroit-là, avec ce signal de bruit, qui a une bande passante relativement élevée, je pense, ici, et qui varie comme ça de manière justement totalement aléatoire, sachant qu'ici on est ce qu'on appelle un bruit gaussien, c'est-à-dire qu'en gros il varie principalement autour d'une valeur un petit peu moyenne, et plus on s'écarte de cette valeur, moins il y a de chances de l'avoir. Alors on pourrait se dire, il suffirait ici de mettre un bête comparateur et de regarder si on est en dessus ou en dessous de cette valeur moyenne, et ça nous donnerait en effet un signal quelque part aléatoire. Le problème, c'est de faire ça, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce que justement, si on veut être aux alentours d'une valeur moyenne, il faut la connaître, cette valeur moyenne. Or, le signal de bruit qui est ici, son amplitude, elle est très variable. Elle varie énormément en fonction de la tension d'alimentation, elle varie énormément en fonction de la température, elle est vraiment pas stable. Or, nous, ce qu'on veut, ici, c'est avoir, en gros, un signal, qui va nous servir, on va dire, bit par bit à fabriquer ce nombre aléatoire, qui est vraiment aléatoire, c'est-à-dire qui est binaire, mais vraiment aléatoire. Aléatoire, je rappelle que là, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de prédire si, dans le temps, le coup d'après, ça sera un 0 ou 1. Ça, c'est son côté aléatoire. Par contre, ça veut dire que sur un grand nombre d'échantillons, on s'attend à avoir, statistiquement, autant de 0 que de 1. Et c'est ça qui est difficile à faire. Si on avait juste un comparateur, ça serait très compliqué de pouvoir, justement, assurer cette stabilité de chance, on va dire, d'avoir un 0 ou un 1. Et c'est le rôle, en fait, de tout ce circuit-là. Alors, comment ça fonctionne? Donc, on a ici ce signal de bruit qui est amplifié par ce condensateur, qui, en fait, si on regarde bien, il vient décharger ce condensateur de 100 picofarad, là, est chargé ici par R3, donc de façon aléatoire. C'est-à-dire que quand le niveau est assez fort, ici, il va devenir conducteur et décharger ici ce condensateur. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ces deux portenants d'ici, qui permettent ici, en gros, d'avoir un signal de type vraiment logique,
à la sortie un 0 ou 5 volts. C'est-à-dire que là, le bruit, hein, à chaque fois qu'il va dépasser un seuil, le seuil de conduction de la porte, qui est à peu près à la moitié de la tension d'alimentation, hein, vu que c'est un 74 HC00, hein, c'est un circuit MOS, et ben, quand c'est au-dessus de 2,5 volts, ici, on aura un 1, quand c'est en dessous, on aura un 0. Les deux portes sont montées en inverseur. On aurait très bien pu mettre un 74 HC04, par exemple, hein, une porte ici fonctionnerait. Et donc, c'est ce signal logique qui va commander la partie, justement, qui va nous permettre de générer le mot binaire. On va y revenir tout à l'heure. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait derrière pour s'assurer, justement, qu'il y a autant de 0 et de 1? Eh bien, on va passer dans ce montage. Ce montage, c'est un intégrateur. C'est-à-dire que là, on voit que on a là ce réseau RC, et ce réseau RC qui est chargé par une impédance très élevée. Hein, le A1 ici, il est monté ce qu'on appelle en adaptateur d'impédance, hein, c'est-à-dire qu'il a une impédance d'entrée très élevée et une impédance de sortie assez faible. Et il va donner ici une tension qui va être la tension moyenne, ici, obtenue à la sortie. Or là, dans le cas d'un système d'impulsion, hein, rappelez-vous, c'est un petit peu le principe du PWM. Or ici, s'il se trouve qu'on a autant de 0 et que de 1 statistiquement, eh ben, on aura ici une tension moyenne égale à la moitié de la tension d'alimentation. Bon, parce qu'en gros, il passera autant de temps à 5 volts que de temps à la masse. Donc ici, hein, grâce à ce réseau intégrateur, on va avoir la tension moyenne, et la tension moyenne, vu qu'il passe autant de temps à 5 qu'à 0, on va avoir ici à peu près 2,5 volts. Pour s'assurer qu'on a bien les 2,5 volts, il y a le rôle ici de cet amplificateur. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il fait cet amplificateur. Ici, sur son entrée positive, il a ce pont diviseur, fait de deux résistances de 10K, donc il a bien 2,5 volts ici sur son entrée. Et lui, hein, comme tout ampli op, ce qu'il veut, c'est avoir la même tension sur les deux entrées. Et qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien sa sortie, là, elle est rebouclée ici sur le collecteur du transistor. Ça veut dire que si à un moment donné, ici, la sortie, elle est supérieure à 2,5 ou inférieure, il va modifier ici, compenser, en gros, la tension de sortie. Et en baissant ou en augmentant la tension ici sur le collecteur, il va changer le seuil de commutation de telle façon à le réguler. Donc on a typiquement un système asservi, en gros, hein, qui s'arrange pour que avoir toujours ici, on va dire, la tension qui va bien, de façon à avoir à cet endroit-là 2,5 volts, et avoir 2,5 volts à cet endroit-là, ça veut dire qu'ici, il y a autant de 0 que de 1 statistiquement. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ma foi assez astucieux, hein, y a rien à dire par rapport à ça. Sachant qu'on pourrait même changer la proportion. On voit que ce qui fait ici la proportion, c'est le réseau ici de 10K. C'est-à-dire ici, comme on a deux résistances bien appairées à 1%, hein, je dirais même que là, on pourrait même mettre des résistances encore meilleures. Hein, plus elles seront, je veux dire, de la même valeur, plus on est à peu près sûr d'avoir statistiquement autant de 0 que de 1. Hein, à la limite, c'est pas la valeur absolue qui compte. Ici, on s'en fout qu'elle fasse 10K ou 20K. L'important, c'est qu'elles aient exactement la même valeur. Si on voulait, hein, on pourrait même ici mettre un petit réglage de façon à vraiment être sûr ici d'avoir 2,5 volts. Donc voilà pour cette partie ici, et qui nous assure qu'ici, on a des impulsions aléatoires. C'est-à-dire que si ici on met un oscilloscope, on verra des 0 puis des 1 se succéder sans aucun ordre logique, mais dans le temps, on peut admettre qu'à un moment donné, il y aura autant de 0 que de 1. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser un circuit bien connu qui s'appelle un registre à décalage. Alors qu'est-ce que fait un registre à décalage? La valeur qui est ici sur l'entrée, à chaque fois qu'il y a ici d'impulsion d'horloge, elle est mémorisée dans la première sortie, et ça se décale à chaque fois. Imaginons par exemple, pour bien comprendre, que ici, la première fois, il y a un 0. Donc là, quand on va donner une impulsion là, le 0 va aller là. Là, à la limite, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y avait sur les sorties A, B, C, D, E, H. Derrière, si ici il y a un 1, quand il va y avoir une impulsion, le 0 qui était sur A va aller sur B, et le 1 qui est ici va sur A, et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on appelle ça registre à décalage. Hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ici il y a une valeur d'horloge, les valeurs se décalent à chaque fois de A, B, C jusqu'à H, et à partir de l'entrée. Pour avoir un mot de n bits, ici binaire, il suffit là d'envoyer de temps en temps, en fait, un signal d'horloge. Imaginons qu'on voudrait lire ça, je sais pas, avec un Arduino, par exemple. Alors, à la limite, avec un Arduino, on pourrait même se passer de ce circuit-là. Mais enfin, ici, l'idée, c'est que, si ici on met une fréquence d'horloge, hein, qui, elle, peut être à la limite fixe, hein, c'est pas gênant, à chaque fois qu'il y aura un flanc d'horloge, il va échantillonner la valeur qui est ici, qui peut être, donc, statistiquement, un 0 ou un, et la mettre ici. Ce qui fait qu'à la fin,
quand il y a eu 8 impulsions d'horloge, eh ben on se retrouve ici avec un mot binaire qui vaut vraiment quelque chose d'aléatoire, vu qu'il est formé soit de 0 ou de 1 de façon complètement aléatoire. Alors c'est vrai que si on voulait par exemple faire ça avec un Arduino, on pourrait se passer de ça. Il suffirait en fait de temps en temps d'aller lire ça sur une des entrées du microcontrôleur par exemple, et puis après le décalage, on pourrait très bien le faire avec un shift dans le programme du microcontrôleur. Ici à la limite, si on regarde bien, on peut avoir aussi des mots binaires de la longueur qu'on veut. Si on met ici, on a un mot de 1 bit. Si je prends que A et B, j'en ai deux. Des registres en décalage, je peux en mettre 10 000 en série. J'aurai un mot de 10 000 bits complètement aléatoire. Donc ça, c'est vraiment un circuit qui va vraiment nous donner quelque chose d'aléatoire, hein, ne pas confondre avec d'autres systèmes que je vous montrerai plus tard, qui sont faits avec des registres à décalage, qui donnent ce qu'on appelle des séries pseudo-aléatoires, mais en fait qui sont toujours les mêmes. En gros, c'est une série de bits comme ça qui suivent aucun ordre logique, mais qui se répètent X fois. C'est la même chose hein, que ces formules mathématiques qu'on peut faire dans les ordinateurs, hein, qui donnent des séries dites pseudo-aléatoires, c'est-à-dire des séries de nombres qui n'ont pas de relation entre eux, mais qui à la limite, sont prévisibles. Hein, on peut comparer ça, on peut très bien comparer ça avec pi, par exemple. Pi, c'est pas réellement aléatoire, dans la mesure où la série des chiffres des décimales de pi, elle ne suit pas a priori un ordre logique compréhensible, mais par contre, c'est déterministe, c'est-à-dire que les décimales de pi sont toujours les mêmes. Donc voilà, ici, ce petit montage. Et ben voilà pour cette petite vidéo. Bon, à vrai dire, elle n'était pas vraiment prévue, mais attends, j'ai encore continué plein de corvées, et là, je m'apprêtais à continuer à faire mon rangement extérieur, mais il s'est mis à pleuvoir. Ah, fichtre. Donc je saute sur l'occasion pour faire cette petite vidéo. Et tiens, salut Pincette. Bien, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ça va Pincette? À propos, tu sais, hier j'ai fait des courses, j'ai acheté plein de croissants. Tu veux que je t'enfile? Oui, mais tu voudrais bien les manger avant. Pincette. Elle pense vraiment qu'elle savait. Bien, bah oui, bah il pleut. Alors je sais pas si ça va durer. Espérons que non, parce que j'ai quand même encore beaucoup de trucs à faire dehors. Et c'est vrai que là, bah avec voilà, j'ai plein de trucs qui arrivent là et ça arrive beaucoup plus vite que j'ai le temps pour le traiter. Donc ça sature un petit peu. Bon voilà, j'ai quand même trouvé le temps de faire cette petite vidéo. Hein. Donc comme promis, hein, j'y travaille depuis longtemps. Cette vidéo hein, sur ces notions de bruit et d'aléatoire. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en dire et aussi des fois des fausses idées par rapport à ça. Je pense que ça fera des sujets intéressants. Là-dessus que le grand aléatoire vous fasse gagner au loto, enfin après moi s'il en reste, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.